Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du portefeuille agriculture, pêcherie et alimentation pour l'exercice financier 2026-2027. Une enveloppe de 3 heures a été allouée pour l'étude des crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Caron-Portneuf est remplacé par Monsieur Provençal-Beauce-Nord et Monsieur Boisy-Maurice-Richard par Madame Zagamandez-Verdun. Merci beaucoup. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit après-midi vers 18 h. Puisque nous avons débuté nos travaux à 15h05 et qu'une période de 3 heures doit être consacrée à l'étude de ces crédits après-midi, y a-t-il consentement pour poursuivre nos travaux au-delà de l'heure prévue, soit 18h05? Merci beaucoup. Sur ce, je suis maintenant prêt à entendre et reconnaître Monsieur le député de Pontiac pour une intervention de 22 minutes 4 secondes. 22 minutes. Très bien. Merci, merci Monsieur le Président. Bon après-midi tout le monde. Monsieur le ministre, bon après-midi. Bienvenue à vos premiers crédits. Ça va bien se passer. J'en ai aucun doute. OK. J'aimerais ça qu'on commence en parlant de la relève agricole, si ça vous dérange pas trop. Bon, même si ça vous dérange. OK. Le programme de subvention à la relève agricole, là, on en parle régulièrement, là, on en parle quasiment à chaque année d'un crédit ici, mais on en parle à chaque année parce que c'est un enjeu majeur pour beaucoup de jeunes qui tentent de se faire une place en agriculture. Moi, question toute simple pour vous, Monsieur le ministre. L'an dernier, dans ce programme-là, il y avait 444 subventions aux jeunes agriculteurs qui avaient été offertes, qui avaient été octroyées. Cette année, il y en a 360. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous me permettez, Monsieur le député, je ferai peut-être juste une brève salutation, là, premièrement à vous. Vous savez, ça fait 14 ans, ça va faire 14 ans que je suis député. J'ai fait beaucoup de choses comme député, mais c'est la première fois que j'assiste ou je témoigne, je ne sais pas comment on appelle ça, mais au crédit. Je vous avoue que c'est un exercice qui est quand même pas stressant, mais ça fait partie de la démocratie. Fait que je veux saluer mes collègues du Parti libéral, de Québec solidaire, du Parti québécois. Je veux saluer évidemment mon adjoint parlementaire, mes collègues de l'Assemblée nationale. Mais je veux prendre une petite minute aussi pour saluer les organismes, mon sous-ministre, tous les gens du ministère de l'Agriculture. Je tiens à le mentionner. Je l'ai dit souvent, mon prédécesseur a fait un bon travail de fond au niveau du ministère de l'Agriculture, un bon sous-ministre. Les gens sont bien placés. Puis j'ai fait beaucoup de tournées au Québec. Puis à toutes les fois, je suis accueilli ou je vais visiter des gens du ministère. Puis sincèrement, on a un bon ministère de l'Agriculture. On a des employés dévoués dans chacune des régions du Québec. Ça vaut la peine. Tu sais, des fois, on est critique, on est sévère envers nos fonctionnaires, mais je tiens à le mentionner, les employés du ministère de l'Agriculture, c'est des employés loyaux et dédiés. C'est un beau ministère. Fait que je veux les remercier. Je veux remercier mon sous-ministre, mais aussi tout mon cabinet. Je suis content d'avoir Valérie avec moi. Elle va beaucoup me sécuriser. Puis je vous salue, Monsieur le Président. Pour la relève, extrêmement important. Je vais me limiter un petit peu parce qu'on prépare une annonce, sincèrement, qui va... Vous savez, j'ai rencontré la relève régulièrement. Je vous dirais qu'ils ont 2 revendications. Puis la relève, je regardais justement des chiffres tantôt. Je pense que l'âge moyen des agriculteurs était 51 ans, il n'y a pas si longtemps, puis aujourd'hui, il est 54 ans. Fait que c'est pas juste, c'est vraiment une nécessité. Ça prend de la relève parce que les propriétaires agricoles actuellement, l'âge augmente. Et d'un autre côté, le prix des terres est extrêmement cher et ça coûte cher à produire. Donc,
2 revendications. Il y a Oui, un mais mot- je pas, on va y arriver, M. le ministre, là, peut-être à votre annonce puis au détail de leurs revendications. Mais là, je veux savoir ce qui s'est passé dans la dernière année. Là. Pourquoi on est passé de 444 agriculteurs qui bénéficiaient du programme d'appui financier à relève agricole à 360? C'est quoi votre évaluation de ça? Moi, je pense que principalement, il y a 2 choses. Il y a le prix. Quand on regarde l'évolution des terres agricoles, ça a augmenté beaucoup. Donc, il y a une accessibilité à la propriété. Je vous dirais, c'est la première chose. Puis la deuxième que j'ai beaucoup entendue, c'est que, notamment pour les programmes, il faut que tu travailles, que tu n'aies pas un travail à temps plein, à part d'avoir ton travail à la ferme. Je vous dirais que c'est une barrière, ça. On est en train de regarder ça. C'est pour ça que je vous dis, soyez très attentifs. Très prochainement, on travaille un dossier pour faire des belles annonces par rapport à la relève parce que ça me préoccupe beaucoup. Je n'ai pas fait le préambule pour rien quand je dis que l'âge moyen des propriétaires est 54. Il était 51, 54. Moi, je regarde là, par chez nous. Évidemment, il y a quelques fermes qui ont de la relève, c'est fondamental. Mais si les parents, souvent, n'étaient pas là, le défi sera encore plus grand. Fait que, pour répondre concrètement, c'est le prix et le coût de produire, puis peut-être les restrictions par rapport aux critères d'admissibilité. OK. Mais les 2 premiers critères, là, mettons que vous faites une annonce là, sur les critères d'admissibilité. Là. Ça ne touchera pas au prix. Là. Le prix des terres ne va pas changer, ne va pas aller dans la bonne direction demain matin. Donc, le critère, le premier que vous avez identifié, là, ça ne changera pas. Là. Puis, je pense pas qu'il y a rien qui s'en vient là-dessus de votre part. Là, Par rapport à quoi? par rapport au prix des terres. Non, c'est sûr que le prix des terres, on n'a pas beaucoup de contrôle par rapport à l'augmentation. Vous savez, M. le député, j'étais directeur général de la MRC de Nicolet-Yamaska pendant 19 ans. Puis j'avais un service d'évaluation foncière. Fait qu'on on suivait ça, évidemment. Et je me rappelle que peut-être à la fin des années 90, début des années 2000, dans le coin de Baie-du-Fèvre, là, les terres étaient évaluées à peu près à 7 000 l'hectare. On a fait un nouveau rôle d'évaluation. On l'a augmenté à 14 000. Mais ça, j'en ai aucun doute. Je suis sûr que c'est vrai dans votre coin, c'est vrai dans mon coin, c'est vrai probablement dans le coin du député d'Arthabasca puis de plusieurs autres. Mais quand je vous entends dire, bien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas rien qui s'en vient sur le prix des terres. Il y a quand même des mécanismes qui vous ont été soumis ou qui ont été soumis au ministère de l'Agriculture au fil des ans. Là, moi, je me souviens de certains députés autour de la table qui parlaient, entre autres, d'un registre des transactions foncières agricoles, quelque chose que vous avez toujours au ministère ou à la CAQ refusé de faire. Là. Ça, c'est pas d'un carton non plus, si je comprends bien. Bien, refusé de faire, je pense qu'on s'est engagé à mettre sur pied un registre. C'est engagé. Oui. Bien, engagé. On travaille là-dessus. OK. Peut-être, là, je regarde mon équipe, là, mais probablement que d'ici quelques semaines, on va être en mesure de proposer un modèle, mais c'est quelque chose qu'on s'est engagé, sur lequel on travaille. Mais si vous me permettez, Monsieur le député, juste pour finir mon histoire à la MRC, le prix des terres était de 7 000, puis il avait monté à 14 000. Je me souviens, il y a des tracteurs qui étaient venus sur les terrains de la MRC et les propriétaires étaient en furie parce que l'augmentation. Puis j'avais un maire qui était agriculteur, puis il disait à sa gang, il disait, tu sais, gang, là, si le prix des terres est à 14 000, c'est parce qu'on les paye 14 000. Tu sais, l'évaluation foncière, la base de faire un rôle d'évaluation foncière, c'est de regarder les transactions qu'il y a eu la dernière année et demie et plus. Puis si on arrive à une évaluation à 14 000, c'est parce que les terres se vendaient au moins 14 000. Puis quand on regardait, c'est qui les achetait, les terres? Bien, c'était des propriétaires agricoles. Ouais. Souvent, quelqu'un qui paye plus cher parce que la terre est contiguë, mais ça fait en sorte de l'augmenter. OK. Là, on va y aller là, sur le... Puis vous me direz ce que vous voulez me dire, puis ce que vous voulez pas me dire, là, s'il y a quelque chose qui s'en vient, que vous avez en idée, mais je vais essayer de comprendre le concept d'où vous en êtes, parce que moi, j'ai entendu des affaires différentes au cours des derniers mois. J'ai entendu sur le programme d'appui financier à la relève agricole, j'ai entendu des revendications de la relève agricole. Vous étiez avec moi, on était ensemble d'ailleurs à leur congrès il n'y a pas très longtemps, qui effectivement, et
ce qu'ils nous disent, le temps plein, temps partiel, là, ça ne marche pas. On n'est plus dans la réalité d'il y a 30, 40, 50 ans. Là. C'est normal qu'on doive également, quand on veut se lancer en agriculture, qu'on doive avoir pendant un temps un revenu, je ne veux même pas dire d'appoint, là, mais un revenu pour soutenir le lancement. Et ça, c'est ce que la relève agricole demande. Dans le cadre de sa course à la chefferie, là, votre nouvelle chef, la première ministre, là, elle aussi a parlé de ce dossier-là. Mais elle en a parlé différemment. Elle n'a pas dit, elle, le temps plein, le temps partiel, c'est un enjeu. Elle a dit, je veux lever le plafond de la subvention. Donc, je veux l'augmenter de 30 %, le passer de 50 000 à 65 000. Alors moi, je veux juste savoir, là, vous, c'est quoi que vous préférez comme approche? Là? C'est-tu l'approche qui est suggérée par votre première ministre ou c'est l'approche qui est demandée par la relève agricole? Moi, j'aime beaucoup ma première ministre, vous savez. J'espère. Si vous m'aviez dit le contraire aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on aurait fini le crédit ensemble. Ça aurait peut-être été mes premiers et mes derniers crédits. J'arrête là. Soyez patients, OK? Quelques jours, on va annoncer ça, mais je suis à peu près convaincu que la relève va être très satisfaite des annonces qu'on va faire. On a travaillé fort. Il y a déjà eu des résistances à des endroits parce que c'est un débat. Hein? Est-ce qu'un propriétaire agricole peut réussir son entreprise agricole en ayant un travail à temps plein? Tu sais, la question, elle se pose. Moi, j'ai des amis agriculteurs, puis ils ont, je sais pas, moi, 100 vaches, ils pourraient pas avoir un autre job à temps plein, là. Puis là, tu dis, lui, il part, il peut-tu? Mais la réalité, c'est que des fois, ils n'ont pas le choix. Ben oui. Ils n'ont pas le choix parce que le coût que ça coûte aujourd'hui, acquérir une terre agricole ou une ferme, puis des fois, ils sont capables d'aménager leur horaire de travail, de dire, je vais travailler 60 heures par semaine dans mon travail, là, au mois de novembre, décembre, janvier, février, mars. Puis quand va arriver la fin du printemps, l'été, l'automne, je vais avoir plus de disponibilité. Donc, moi, je l'ai bien entendu. Je l'ai très bien entendu. Et on va essayer de répondre de façon satisfaisante. Mais là, je comprends Je comprends que vous n'avez pas répondu pantoute à ma question, mais que vous avez dit qu'il y a une préoccupation pour la chose, puis que vous avez entendu le message de la relève. T'sais, vous me dites d'un côté, j'ai entendu le message de la relève, de l'autre, j'aime ma première ministre. Alors, je cherche à faire la part des choses, là, parce qu'il y a deux propositions différentes. La proposition de la première ministre, là, qui était de lever le plafond, c'est-à-dire de l'augmenter à 65 000, est-ce que c'est une mesure efficace? Je vais vous le poser comme ça. Je ne vous dis pas, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est ça qui s'en vient? Est-ce que c'est une mesure efficace? Moi, je pense qu'il faut augmenter la partie de subvention auprès de la relève agricole. Très bien. Mais Okay. je vous pose la question dans ce cas-là, parce que moi, ce que je comprends, là, c'est que ce que j'essaie de savoir, c'est combien... Parce qu'il faut que... Si vous avez des sommes à votre disposition, là, mais dans le 250 millions par année que l'ancien premier ministre là, a laissé à sa successeur, là, vous allez faire une utilisation d'une partie de ces sommes-là. Je veux juste m'assurer qu'on le fasse comme il faut pour remplir la demande de la relève agricole. Il y en a combien qui atteignent le plateau du 50 000 en ce moment, qui atteignent le montant maximal? Parce que moi, je comprends que la moyenne là, est quand même pas mal plus basse que le 50 000. Alors, je veux juste savoir, si on est pour relever le plafond, parfait. Est-ce que les gens qui reçoivent la subvention sont déjà à côté dans le plafond ou ils reçoivent pas mal moins? Je ne sais pas si je vais répondre correctement, là, mais si on joue avec les critères de travail à temps plein, OK? Si on joue là-dessus, puis là, je sais que vous voulez me faire parler, puis je vous ai dit... C'est le but de l'exercice d'aujourd'hui. Je vous ai dit que je ne ferais pas les annonces aujourd'hui, Non, OK? Fait que j'essaie de... Donc, si on touche aux critères du travail à temps plein, Ouais. on est plus lousse par rapport à ça, ben moi, je fais le pari qu'il va y avoir plus de personnes qui vont avoir accès au maximum des subventions disponibles. Bien, potentiellement. Vous avez raison à ça, mais ma question, là, c'est combien aujourd'hui? Là? Parce que moi, ce que je comprends, là, c'est que des 360 demandes qui ont été acceptées l'an dernier, il y en a 192 qui étaient la subvention à temps plein. Okay?
Donc, il y en a une partie. Puis le montant moyen, c'est 31 000 que les gens qui sont à temps plein sont allés chercher. Alors, combien d'entre eux sont déjà aux 50 000? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Ça... Oh, un instant. Il faut que je demande le consentement. Oui, mais Est-ce c'est que là j'ai le consentement pour donner la parole à monsieur? Président directeur général de la financière agricole. Monsieur le député. Bien sûr. Oui, OK. Vous présentez votre poste, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour. Stéphane Labrie, président directeur général de la financière agricole. Juste pour le mentionner, là, Monsieur le Président, là, ça me fait très plaisir d'entendre le président directeur de la financière agricole parce que ça fait 7 ans, je pense, qu'on demande à entendre le président directeur général de la financière agricole puis que le ministre de l'Agriculture refuse net carré qu'on l'entende. Alors, c'est la première fois en 8 ans de crédit que le PDG de la financière s'exprime. Ça, je pense que c'est une bonne affaire. Oh, j'ai fait une gaffe. Vous ne pouvez pas y enlever son droit de parole, non. Alors, les chiffres que vous avez, Monsieur le député, sont exacts en date du 28 février. Oui. J'ai des chiffres actualisés au 31 mars. Et il y a une hausse substantielle qui nous amène à 554 dossiers de relève pour un montant de 9,9 millions de dollars au total, ce qui est une légère baisse par rapport à l'année dernière, mais moins marquée que celle que l'on a constatée au 28 février. OK. Mais sur la question, il y en a combien qui sont à côté aux 50 000? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Je n'ai pas la ventilation sur l'écart entre le 28 février et le 31 mars. Les chiffres que vous avez au 28 février, temps plein, temps partiel, vous avez les bons chiffres. OK. Je vais clore le débat là, sur cet enjeu-là. Peut-être que mes collègues vont y revenir. Mais peut-être juste, si on trouve d'ici quelques temps, je vais la donner. Je l'apprécie, M. le ministre. C'est chic de votre part. Un instant. Alors, vous vous engagez à déposer les chiffres? J'ai juste mentionné, si on le trouve, si vous le trouvez, d'ici la fin de l'étude, je vais les mentionner. Très bien. Mais pour clore le débat là, sur le programme d'aide d'appui financier à la relève agricole, on a hâte de voir votre annonce. Ça fait des années qu'on demande ça au gouvernement. On espère que ça va être fait correctement et selon les demandes de la relève agricole qui sont différentes que ce que la première ministre s'est engagée à faire. OK. Autre promesse de la première ministre. Le montant que les agriculteurs doivent payer à la bourse carbone. Okay? La première ministre a pris un engagement, et les gens de l'UPA vont le répéter jusqu'à en être bleu dans le visage parce que c'est important pour eux autres, là. Mais elle a pris un engagement à ce que les sommes qui sont mises dans la bourse carbone par les agriculteurs, qu'ils reçoivent une compensation pour ça. Et là, moi, ce que j'en comprends, ce que l'UPA en comprend, j'étais allé à l'UPA la semaine dernière, là, puis on leur a parlé, là, ils comprennent que ça va être fait là. Ce n'est pas une promesse électorale là, qu'ils veulent par-dessus la promesse électorale de la chefferie. Là. Ils comprennent que ça va être fait dans les prochains mois. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? La première ministre s'est effectivement engagée à rembourser le paiement de la taxe carbone. C'est une promesse qu'on entend réaliser dans les prochains jours. OK, mais... On va donner les détails encore là, un peu comme la relève, là. Puis s'il y a un addon, peut-être qu'on va faire les deux en même temps, je ne sais pas. Mais on va donner les détails, mais on travaille, le ministère, moi, mon cabinet, on travaille là-dessus depuis la sermentation de la première ministre. C'est une commande très claire qu'elle nous a passée. On est en train de regarder ça. On a eu des discussions avec l'UPA parce que, tu sais, la taxe carbone, c'est pas 8 % à la pompe qui paye, tu sais. C'est compliqué comme trouver exactement la partie, mais on a travaillé avec la financière agricole. On a beaucoup d'informations par rapport aux états financiers des agriculteurs, ce qu'ils payent notamment en carburant, tout ça. Donc, mon objectif,
c'est qu'on soit le plus près de la réalité possible, que ce soit le plus simple possible. Je me suis engagé au niveau de l'allègement réglementaire et c'est une promesse que j'ai envie de tenir. Donc, on va essayer de faire ça le plus simple possible, le plus efficace, mais que les gens puissent toucher leur argent avant le milieu de l'été, mettons. Sans vous demander ce qui s'en vient, là, c'est quoi votre estimation de ce que les agriculteurs payent à la bourse carbone par année? Moi, je dirais que c'est à peu près 40 millions. 40 millions Oui. par année. Ouais. OK. Et l'estimation de l'UPA est un peu plus élevée que ce que vous avancez, là. Mais c'est correct. En fait, on vous demande votre estimation. Donc, ça, c'est l'estimation du ministère de C'est pas mon estimation, vous comprenez. C'est pas la vôtre personnelle, là, c'est celle du ministère. On a des gens très compétents qui ont fait beaucoup de calculs. Il peut y avoir une différence d'interprétation, mais d'après moi, elle n'est pas si grande que ça. Okay. Sincèrement, entre nous et l'UPA. Je vous laisse faire votre annonce cette semaine. Peut-être pas cette semaine. Là. Ben, les prochains jours, mon Dieu. Bientôt. OK. Bientôt. Et on va la suivre avec intérêt, comme beaucoup de gens dans le milieu agricole, là, j'en ai aucun doute. Et on va revenir sur votre notion d'allègement réglementaire plus tard, là, sur d'autres enjeux. Mais je veux juste m'assurer qu'on dit la même chose, là. Ce que la première ministre a promis dans sa course à la chefferie, c'était que c'était un retour direct aux agriculteurs. C'est-à-dire, c'est pas un programme sur lequel ils doivent appliquer comme tous les autres programmes, là, c'est un retour direct. Est-ce que cette promesse-là, elle tient encore? Je pense que ce qu'on va dévoiler va répondre, je vous dirais, presque en totalité. Bien, c'est sûr que ça va répondre à ma question. C'est un oui ou un non. Pas la vôtre. OK. Ça va répondre presque en totalité, OK? Le souhait de l'UPA, qui nous ont fait dans les rencontres, les demandes qu'ils nous ont faites. On va être très, très près de satisfaire les demandes à 100 %. Pardon? Ça va, M. le Président. Vous pouvez le reporter au prochain bloc s'il reste 30 secondes. Merci. Merci. Quelque chose à ajouter, 30 secondes, non, M. le ministre? C'est beau? Parce que je ne peux pas rapporter le temps, M. le député. Parfait. Nous sommes prêts maintenant à entendre la députée de Verdun pour un temps total de 14 minutes 43 secondes. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le ministre. Puis je remercie aussi l'opposition. J'ai une question semblable. Je vais juste creuser un peu plus avec les données qui viennent de nous être aussi ventilées par le PDG de la financière agricole. Peut-être pour revenir sur la question de la relève agricole, moi, ce que j'avais, puis peut-être j'aimerais ça confirmer ces données-là, c'est que depuis le 4 avril 2025, seulement 18 millions ont été autorisés sur une enveloppe totale de 100 millions pour le Fonds d'investissement pour la relève agricole. Là, on vient de nous dire qu'il y avait 9,9 millions pour 554 dossiers qui sont donnés en date du 31 mars. Combien qu'il nous reste dans le Fonds d'investissement pour la relève agricole? Parce qu'il est budgété à 100 millions. Nous, l'impression qu'on avait, c'est qu'il y a 18 millions qui ont été autorisés sur les 100 millions budgétés. Peut-être de nous donner un peu plus de détails là-dessus. Si ma collègue veut, je pense que le président de la financière a l'information. Merci beaucoup, oui. Je ne l'ai pas sous la main, Madame la députée, mais je vais la retracer. Parfait. Excusez, est-ce que je m'attends à ce que vous allez le déposer aujourd'hui, donner devrais être en l'information mesure de aujourd'hui? déposer aujourd'hui. Parfait, merci. Ma question, puis pourquoi ça serait important, bien, je vais discuter à partir de ce que j'ai devant moi. Là. Je vais partir de cette hypothèse-là, c'est que c'est quand même seulement 20
si cet chiffre est maintenu, là, mais mettons qu'il y a une augmentation de 10 millions, là, on est quand même à 20-30 du fonds d'investissement pour la relève agricole. Nous, ce qu'on entend sur le terrain, puis juste pour faire du pouce, là, on a quand même des besoins, là, vous les avez nommés, vous semblez très, très sensibles. Donc, si il y a une annonce ou d'un rehaussement du plafond, là, si je vois le budget disponible, en tout cas, il ne manque pas de fonds. Ma question, c'est quels critères vont être pour être pris en considération pour bonifier, parce que on a des coûts qui augmentent de plus en plus. Quand on parle un peu d'augmentation de ce plafond-là, c'est aussi une indexation qui reflète autant les coûts de production, mais aussi les besoins pour que la relève puisse reprendre. La reprenariat des entreprises familiales. Fait que j'aimerais ça vous entendre un peu plus sur... Là, selon moi, on a la marge de manœuvre et comment ces plafonds-là pourraient être indexés. Je vais revenir avec les plafonds indexés, OK? Mais je pense, j'aimerais ça si je donnais la parole au sous-ministre pour peut-être qu'on mêle deux fonds. J'aimerais ça que le sous-ministre fasse. Oui. Désolé. La différenciation. Parfait. Parce on qu'il est peut là le pour faire, ça. c'est moi, On mais- est là pour ça. Exactement. Fait que, J'ai votre autorisation, consentement? Oui, bien sûr. OK. Est-ce que je peux avoir votre nom et votre poste, s'il vous plaît? Bernard Verret, sous-ministre. Bonjour, Monsieur le Président. La question, c'est que on parlait d'un programme pour la relève agricole qui s'appelle le PAFRA. C'est les chiffres que M. Labrie a donnés tout à l'heure, là, qui est aussi fait en lieu de la promesse de Mme la Première ministre de regarder la discussion qu'on avait juste avant. Et le Fonds pour la relève agricole, c'est une annonce de l'année dernière à 100 millions, qui est aussi à la financière agricole. Et c'est deux choses séparément. Un, c'est un fonds pour aider les investissements pour acheter des terres. L'autre, c'est une subvention. Fait que le PAFRA, c'est une subvention pour aider la jeune à la relève. Le FIRA, ça aide aussi la relève. Ça peut aider la relève pour acheter des terres. Et puis, le fonds de 100 millions, il est là pour quelques années. Et puis, il diminue tranquillement. Et quand il va venir plus bas, bien, la financière va demander de rehausser le plafond du FIRA. OK. Bien, vous répondez en partie à ma question parce que, comme il était nouveau, en effet, là, on entend les annonces pour la relève. Donc, pour le programme, pour revenir au programme, est-ce qu'on a des surplus? Est-ce que ces programmes-là, est-ce qu'on va chercher tout l'argent qui est disponible en termes de subventions? La façon qu'il est calculé, est-ce qu'il est toujours calculé en termes de demandes ou est-ce qu'on se garde toujours une marge de... Le programme PAFRA à la financière, c'est un programme à la demande. S'il y a 400 jeunes qui se présentent, il y a 400... il n'y a pas de plafond à ce programme-là. Et ça fait partie des programmes de la financière agricole. Et la financière agricole reçoit l'argent dans son transfert de base du ministère année après année. OK. Je vais continuer. Vous avez répondu à ma question parce qu'on avait eu, en effet, de comprendre le fait de cette annonce. J'ai le goût de nous emmener... moi, je vais aller de l'agriculture à l'alimentation, puis de l'alimentation, on reviendra à l'agriculture parce qu'il y a une grande préoccupation en ce moment, les Québécois et Québécoises qui se demandent. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, là. Les coûts des denrées d'épicerie, tout ce qui se passe au niveau de l'épicerie, on ne peut pas le déconnecter non plus de notre capacité à l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire. Puis juste nous rappeler, là, il y a les coûts de la vie augmentent, les denrées alimentaires augmentent. Juste aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous étiez présent, on a quand même discuté d'une motion concernant les effets de la tarification personnalisée, dynamique. On a des géants de l'épicerie comme Loblaws qui sont associés avec des nouvelles technologies qui arrivent en alimentation, là, usage de l'intelligence artificielle, usage aussi des données personnalisées, des algorithmes qui viennent un peu comme même des experts comme M. Charlebois disent, là, il peut avoir des expériences personnalisées. Moi, je veux savoir du côté du MAPAC, du côté de l'alimentation. Est-ce que vous vous penchez là-dessus? Comment ceci peut venir avoir un effet sur le marché? Il y a ce qui peut être fait du côté de la protection du consommateur, mais en termes de vers où ceci peut évoluer et comment on fait pour protéger autant les consommateurs, mais aussi les producteurs là-dedans. Vous comprenez que
on veut que ce soit fait de façon juste. J'aimerais ça en commencer par entendre vos réflexions là-dessus. C'est super intéressant, puis c'est une grande préoccupation parce que effectivement, on a connu beaucoup d'inflation les dernières années, puis peut-être ce qui a frappé le plus personnellement, puis le plus de monde, c'est l'inflation au niveau de la nourriture. Quand on regarde le panier d'épicerie, il y a quelques années par rapport à cette année, c'est vraiment gigantesque comme augmentation qu'il y a eu. Tu sais, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, c'est quand même un volet assez large. Il y a toute la question de la production agricole, mais il y a toute la question de l'alimentation aussi. Et au niveau de l'alimentation, il y a eu une initiative de mon prédécesseur, le député Johnson, qui a joué un leadership. Je pense qu'on n'a pas assez reconnu au Québec. Tu sais, des fois, on est pris dans la partie, la game partisane un peu, mais le ministre de l'époque a convaincu les autres provinces de négocier un code d'éthique à l'ensemble des grandes chaînes d'alimentation. Il y a eu beaucoup de négociations. Finalement, les grandes chaînes ont accepté de signer ce code d'éthique-là, qui fait en sorte qu'il y a des barèmes qu'on s'est mis, puis il y a des processus. Si des épiceries, si des distributeurs trouvaient qu'ils n'étaient pas bien traités, bien, il y a des mécanismes maintenant pour porter plainte, puis de regarder ça pour voir comment qu'on peut aligner les choses. Fait que, tu sais, pour la partie alimentation, je le relève parce que mon prédécesseur a fait un travail extraordinaire, puis je veux lui rendre crédit de ça. Je veux juste revenir là, sur ce code d'éthique-là. Là, moi, j'emmène un sujet qui est tout à fait nouveau, là, qui arrive, l'utilisation de cette nouvelle technologie, des algorithmes, de la personnalisation, l'utilisation des données personnelles. Je ne pense pas qu'au moment, même si ça peut être salué comme une bonne initiative, je ne pense pas qu'à ce moment-là, on avait les niveaux de connaissances, puis il n'y en avait pas non plus un contrat qui est déjà signé là, par un géant canadien là, avec ChatGPT, entre autres, là, pour le nommer. On a Instacart qui a fait la même chose aux États-Unis. Bref, je veux juste comprendre, en ce moment, mettons dans ces codes d'éthique-là, est-ce que le MAPAC serait prêt à prendre un rôle de leader pour mettre un moratoire ou permettre de tracer une ligne quand même en ce qui concerne la tarification dynamique et personnalisée? Oui. Honnêtement, je pense qu'il faut le regarder, mais quand vous avez parlé de ça ce matin, moi, le premier réflexe que j'avais, c'était beaucoup plus à la protection du consommateur. Puis je me demande si ça ne relèverait pas plus, c'est Simon, ça, là? Du ministre de la Justice par rapport à la protection du consommateur, parce que ça peut s'appliquer pour l'alimentation, mais ça peut s'appliquer pour les voitures, ça peut s'appliquer pour un paquet de choses. Fait que, puis on le sait qu'il y a des logiciels qui peuvent se développer, on le sait jusqu'où maintenant. Tu sais, on est en train, tu sais, en moins d'un an, là, comment je peux dire ça? L'espèce de contact qu'on a eu, rappelez-vous, reculé d'un an, là, la relation qu'on avait avec l'intelligence artificielle, puis aujourd'hui, c'est gigantesque comme différence. Merci pour votre réponse. C'est certain qu'il y a un bout qui doit être fait par l'Office de protection des consommateurs, ça on est d'accord. Il y a de l'autre côté quand même des changements de pratiques au niveau de l'alimentation. Donc, je vais continuer parce que j'ai d'autres questions. Mais que, par exemple, Walmart ont développé aux États-Unis, puis on sait très bien que des choses qui se développent ailleurs arrivent ici par la suite et qui peuvent changer même la façon de distribuer et de vendre des denrées alimentaires. Je vais aller plus sur un autre sujet sur lequel j'ai eu la chance quand même de parler avec votre prédécesseur et pour lequel j'ai travaillé également, le gaspillage alimentaire. Vous connaissez les chiffres, là, puis Recycle Québec, même si c'est du côté de l'environnement, mais qui travaille en concert avec vous, là, on parle quand même 15% de tous les aliments que nous retrouvons au Québec qui finissent par être gaspillés.
40% de tous ces résidus alimentaires sont comestibles et pourraient servir encore, c'est-à-dire à nourrir la population. On a une personne sur 3 au Québec qui s'endette pour payer l'épicerie. On a de plus en plus de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Au tout début, le gaspillage alimentaire, on parlait beaucoup du côté environnement, mais moi, de plus en plus, il y a un côté de venir répondre à un besoin. Moi, quand j'ai regardé les cahiers des crédits, là, j'ai bien lu là, toutes vos réponses, les groupes qui étaient financés. Ce que moi, j'ai vu qu'il y avait juste 4 projets pour la réduction qui nous sont présentés à la page 27 des cahiers de crédit qui nous sont donnés. Concentrés la plupart à Montréal, à la plupart, j'enlève Banque alimentaire, mais que quand même, pour moi, ça me semblait très peu comparé aux efforts qu'on doit mettre puis les attentes de la société. Donc, moi, ce que je sens de ce qui nous est présenté jusqu'à maintenant, c'est qu'on est à des années-lumière d'atteindre des objectifs qu'on s'est donnés. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment ça se fait qu'on a juste 4 projets qui sont financés par cette stratégie-là dans la réduction? Peut-être 2 choses que je voulais vous mentionner. Dans un premier temps, vous savez, je me suis beaucoup promené depuis que je suis ministre. Je suis allé dans les fermes, je suis allé dans les entreprises de transformation, mais je suis allé aussi dans les moissons, les banques alimentaires régionales, où à partir de là, il y a une distribution qui se fait. Je suis allé, notamment, j'ai eu une rencontre pour moi qui a été vraiment significative, c'est à Moisson, je pense que c'est Estrie. J'ai vraiment été impressionné du travail qu'ils faisaient là. J'ai été impressionné de la collaboration des épiceries avec ils sont connectés sur les moissons, ils vont mener, ils peuvent même prévenir. Voici ce que je vais vous envoyer éventuellement. Et assez surprenant, un de leurs bons collaborateurs, puis des fois, on peut avoir des préjugés sévères à l'égard des gros distributeurs, mais il disait que Costco, entre autres, c'était un de bons partenaires qui leur amenait toujours des choses dans les délais prévus, puis en quantité, puis avec une fraîcheur. Et ce que je trouvais intéressant de Moisson Mauricie, c'est toute la pas Mauricie, Estrie, toute la transformation. On peut même aller dîner sur place. C'est une façon de générer des revenus. Ils font un travail extraordinaire. Puis il y a un aspect que j'ai aimé qui est très entrepreneurial à l'intérieur de ça. Puis moi, j'encouragerais toutes les moissons à agir de la sorte. Je vais revenir là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Mme la députée. Et je cède maintenant la parole au député de Pontiac et j'ai rajouté votre 32 secondes, monsieur le député. OK. J'ai tellement aimé ça, je me demande si je peux poser une autre question au président de la financière agricole. Il ne pouvait plus répondre. Ouais, les choses ont évolué. Hein, OK. Avez-vous trop d'argent en financière agricole? J'autorise, hein? Je demanderai au député de préciser sa question. Bien, je regardais les crédits budgétaires. 25-26, c'était 461 millions qui étaient octroyés pour la financière agricole. Cette année, c'est 446 millions. Avez-vous dit au ministre, j'en ai trop, j'en ai plus besoin? On a des crédits d'opération qui sont attribués en fonction des budgets sur 5 ans qui sont planifiés. On a des fonds qui doivent être renfloués lorsque les programmes requièrent des compensations d'une année à l'autre. Alors, les montants de la subvention que verse le gouvernement à la financière est fonction des résultats de l'année précédente et des projets au niveau de l'administration et des opérations que la financière peut avoir. Alors, il y a 2 volets. Il y a le volet administration, il y a le volet gestion des fonds et compensation vers tous les programmes. OK. Mais je veux... en fait, la question plus large, là, elle s'adresse au ministre parce que si je regarde les crédits de transfert qui ont été indiqués au budget, là,
que ce soit dans le programme 1 pour le développement des entreprises bioalimentaires, que ce soit pour le programme 2, les organismes d'État, soit la financière ou l'ITAC, tout le monde reçoit moins d'argent cette année. Alors moi, je ne pense pas que la financière vous a dit « j'ai besoin de moins d'argent ». Je ne pense pas que l'ITAC non plus vous a dit « j'aimerais ça recevoir moins de crédit cette année ». Alors, êtes-vous satisfait, M. le ministre, de ce que vous avez obtenu dans le budget, là? Parce que le total du programme 1 et programme 2, là, que ce soit le développement des entreprises bioalimentaires ou les organismes d'État, c'est une diminution de budget. Honnêtement, si j'étais pas satisfait, là, je serais un ministre de l'Agriculture assez difficile. Moi, j'ai été nommé au mois de septembre 2025. On a rajouté comme disponibilité aux agriculteurs une dispense de contribuer au fonds de santé qui était à peu près de, je vais dire, 130 millions. Ensuite de ça, on avait à l'époque la première, je vous dirais, remboursement de la taxe carbone, on avait parlé de 30 millions. Ça fait 160 millions. J'ai émis comment on appelle ça? Une initiative ministérielle, programme agro-performance, qu'on avait déjà parlé, mais quand même 50 millions. Fait que ça, c'est tous des montants qui n'étaient pas nécessairement dans le budget de l'agriculture. Là, je vous parle sur une période de 6 mois. On a rajouté à peu près 200 millions pour les 2 prochaines années. Fait que moi, puis je pense que c'est la vision du gouvernement, il y a un resserrement des dépenses à faire pour l'ensemble des postes budgétaires de l'État québécois, mais on a une préoccupation à l'égard de l'agriculture pour faire en sorte que, si jamais, puis c'est déjà arrivé, je pense entre autres à la crise du porc qu'il y avait eu à un moment donné, s'il manque des sous, on va trouver une façon de compenser. L'agriculture, c'est fondamental pour le gouvernement du Québec. C'est important de soutenir nos entreprises agricoles, nos transformateurs. Donc, pensez-vous que c'est... OK, je vais prendre l'exemple de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Là. À ce moment-ci, là, la formation... Peux-tu reprendre juste le début? Oui, excusez-moi. On a parlé de 2 secondes de la financière agricole, là, mais je veux parler de l'Institut de technologie agroalimentaire. Là. Moi aussi, je suis allé. Je ne doute pas que vous êtes allé il n'y a pas longtemps, mais moi aussi, je suis allé il n'y a pas longtemps. Puis la valeur de cet institut-là, là, elle est inestimable. Là. Et la qualité de l'enseignement est de premier ordre. Mais là, vous avez... Et je comprends que vous me dites, là, de façon générale, au gouvernement, on veut dépenser aux bons endroits. D'accord, tous les gouvernements disent ça. Mais là, vous avez quand même une diminution de leur budget à l'ITAC. Est-ce que l'ITAC, spécifiquement, peut fonctionner de la même façon avec des budgets moindres? Bien, la réponse, c'est oui. Puis si vous voulez, je peux donner la parole au ministre parce que c'est un dossier qui a travaillé beaucoup, mais j'ai rencontré l'ITAC au moins 2 fois. Il y a eu la fusion de Saint-Hyacinthe avec... Ouais. Puis je pense que ça a été un grand succès, mais il y a eu vraiment un travail de restructuration vraiment important qui s'est fait. Puis je lève mon chapeau à la nouvelle directrice générale qui est là depuis 2-3 ans, peut-être, le président Chalifou, c'est ça, hein? M. Chalifou, ils ont pris ça vraiment à bras-le-corps. Ils ont fait une transformation super intéressante à l'ITAC, de sorte que quand je les ai rencontrés, je pense que ça fait même pas un mois, il y avait des enjeux par rapport à quelques infrastructures, mais une bonne partie du financement, c'est un peu comme le financement pour les cégeps. Ça va beaucoup en fonction du nombre d'étudiants qui sont là. Donc, c'est sûr que les budgets, si le nombre d'étudiants augmente, bien, les budgets, ils vont augmenter en même temps, là. OK. Un des enjeux là, que l'ITAC soulève, là, c'est par rapport à la formation, notamment en agroalimentaire.
Tantôt, Monsieur le ministre, vous nous avez dit, là, dans ma tournée, là, j'en ai fait de l'agroalimentaire. Puis vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont sous pression énorme à cause de la main-d'œuvre. Il y a eu des restrictions au niveau des étudiants étrangers et les programmes en agroalimentaire à l'ITAC, là, ils étaient beaucoup utilisés par des étudiants qui venaient de l'étranger, à tel point que je ne suis pas convaincu qu'ils vont être capables de maintenir des cours pour des étudiants québécois à cause du faible nombre d'étudiants québécois. Est-ce que vous avez une solution à ce problème-là? Honnêtement, ça m'a pas été présenté de la façon que vous me le présentez. Ça m'a pas été présenté comme ça. Ce qu'on me disait, c'est que il y a comme une espèce de recrudescence aux inscriptions. Le fait d'avoir reformé au niveau de l'ITAC, est-ce que ça a joué au niveau des inscriptions peut-être? Mais l'information qu'on m'a donnée, puis je pense que ça fait 3 semaines, 1 mois, c'est qu'on était un peu en augmentation, ce qui est très encourageant. Puis moi, je pense que, tu sais, la relève agricole, tantôt, on en a parlé beaucoup. C'est important d'avoir une relève propriétaire, mais c'est important d'avoir une relève de travailleurs également. Mais l'ITAC va faire des pieds et des mains là, pour sauver ces programmes et s'assurer qu'ils sont capables de donner une formation. Mais on ne peut pas prétendre que le fait qu'il y ait moins d'étudiants étrangers, ça leur rentre pas dedans. Là. Ça a un impact significatif sur le nombre d'étudiants, notamment en agroalimentaire. Mais je veux quand même rester sur le sujet de l'agroalimentaire. Là. Dans leur revendication prébudgétaire, le Conseil de transformation agroalimentaire a quand même dit qu'il était déçu que le ministre responsable, qui n'est pas vous, là, mais ait exclu toute clause de droit acquis, alors que le gouvernement de la CAQ avait démontré une ouverture à ce qui est une clause de droit acquis lors des audiences en commission parlementaire pour des travailleurs en agroalimentaire. Moi, j'ai aucun doute là, que l'enjeu numéro 1 que vous entendez en matière agroalimentaire, c'est la main-d'œuvre. Et vous le savez comme moi, qu'il y en a énormément des travailleurs étrangers temporaires qui font fonctionner la transformation alimentaire au Québec. Sans eux, là, ça ne fonctionnerait simplement pas à plusieurs endroits. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette restriction-là n'a pas eu lieu ou cette ouverture-là n'a pas eu lieu à une exclusion alors que votre gouvernement avait démontré une certaine ouverture? Il y a une bonne partie du programme qui est géré au niveau fédéral. C'est vrai. Moi, je pense ce qu'on a dit, puis ce qu'on veut faire, c'est mettre le secteur, parce qu'il y a des secteurs stratégiques. Hein, on parle de la santé, on parle de la construction. Ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait mettre les usines de transformation un peu dans la même catégorie d'emplois qu'on veut protéger. Donc, très sensible. Je les ai rencontrés hier, justement. C'est un enjeu, mais c'est pas le seul enjeu. Non, je suis d'accord, mais c'est pas réglé non plus, sauf que on ne peut pas se dire que l'industrie de la transformation alimentaire peut fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui s'il n'y a pas des protections pour ses travailleurs. Oui, mais en même temps, hier, c'est justement, je parlais avec il y a des enjeux souvent de compétitivité aussi, avec des entreprises où les salaires vont être plus élevés. Mais quand on regarde, il y a des régions où le taux de chômage a augmenté dans les dernières années. Ça rend une main-d'œuvre quand même plus disponible. Donc, tu sais, je tiens à le mentionner, les employés qui travaillent, puis je le dis souvent à mon cabinet, puis je pense que je le dis au ministère, les employés qui travaillent dans les usines de transformation, que ce soit au niveau de la transformation des viandes, que ce soit des poissons, j'ai une admiration exceptionnelle par rapport au travail qui se fait là. C'est des travaux qui se font dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, des milieux humides, des milieux des fois froids. Tu vas dans un congélateur, tu vas dans un frigidaire. C'est important, toute la question de la salubrité. Il y a une chaîne de production.
il y a beaucoup d'emplois qui sont essentiels au Québec, là, mais les emplois de transformation agroalimentaire, moi, je lève mon chapeau, ils font un travail extraordinaire. Vous avez raison de le faire. Moi, je vous lève mon chapeau sur un truc, Monsieur le ministre, quand même si je ne peux pas dire que j'ai eu réponse parfaitement à ma question, mais vous avez quand même donné de l'information par rapport au taux de chômage qui change dans plusieurs régions. C'est rare qu'on entend quelqu'un de votre gouvernement dire ça. D'habitude, on entend le ministre des Finances quand le taux de chômage diminue, mais c'est rare que quelqu'un au gouvernement a l'honnêteté de dire que dans plusieurs régions, ça ne s'en va pas dans la bonne direction. OK. Vous avez parlé d'allègement réglementaire tantôt. Alors, je me permets de revenir sur le thème, là. Le règlement sur les pratiques agro-environnementales. Ça n'a pas l'air à vous rendre heureux. Ah, ben oui, oui. Oui? OK. Les producteurs auxquels on parle nous disent que le règlement, là, il va alourdir le fardeau administratif des agriculteurs, il va augmenter les coûts, puis il va fragiliser la compétitivité des entreprises d'ici par rapport à ceux d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? On a reçu, je pense, ces 200 mémoires qu'on est en train d'éplucher. Mais je suis certain que vous avez lu celui de l'UPA, entre autres. Oui, mais il faut savoir que l'entente qu'il y a eu, c'est historique. Hein? Il y avait le MAPAC, il y avait le ministère de l'Environnement, puis il y avait l'UPA. Moi, ce que j'ai annoncé, là, quand on a déposé le projet de règlement, que j'ai fait l'annonce au congrès de l'UPA, j'étais très, très fier de dire que ça avait été négocié avec l'UPA. Donc, la base de ce règlement-là, elle était très, très consensuelle. Évidemment, le diable est dans les détails, mais il faut se rappeler là, que ce règlement-là levait un moratoire sur l'agrandissement des terres agricoles qui était demandé probablement depuis plus de 30 ans. Ça a été une très grande avancée. Je pense que tout le monde souhaite que les pratiques agricoles soient le plus environnementales possible. Donc, c'est un peu ça le but de cette entente-là, c'est-à-dire on va vous permettre d'agrandir vos terres agricoles, mais en échange, on va vous demander d'avoir des pratiques qui sont plus sécurisantes au niveau environnemental. Oui, mais les agriculteurs ne sont pas contre ça, là. Ils ne sont pas contre avoir des meilleures pratiques au niveau agro-environnemental, là. Au contraire, là, ils veulent bien faire les choses. Puis c'est eux qui investissent leur temps, leur énergie pour protéger la qualité de leur sol, pour réduire leur empreinte. Ils font ce travail-là, les agriculteurs, puis ils veulent faire ce travail-là. Mais ils sont inquiets, là. Parce qu'ils se disent d'un côté, là, on est en train d'imposer des exigences qui sont à peu près les plus strictes en Amérique du Nord. Bien souvent, on est déjà là, mais là, on va imposer des exigences qui sont les plus strictes en Amérique du Nord. Puis de l'autre, on dirait qu'on est en train d'alourdir encore un fardeau administratif. Ça, c'est pas moi qui le dis, là, ça vient du mémoire de l'UPA, Montérégie, entre autres, là. Alors, est-ce que vous êtes capable de reconnaître là, que le RPAE, il vient fragiliser la compétitivité des entreprises d'ici, là, sans leur donner l'espèce de mécanisme pour compenser l'écart? Est-ce que je dois vous appeler chef de position? Vous pouvez m'appeler n'importe comment. Je vous donne libre cours de m'appeler ce que vous voulez. Non, mais tantôt, je dis le député depuis... le député, c'est le plus beau titre, quand même vous savez ça, monsieur le ministre. Mais il y a eu 200 mémoires. On a fait beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de députés dans mon caucus qui proviennent du milieu agricole. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a des flags qui se sont levés très rapidement dans notre caucus. Ça m'a fait prendre conscience, puis, tu sais, toutes les sorties que je fais, tu sais, je le mentionne, probablement que les gens au ministère sont tannés de m'en entendre parler. Il faut rendre la vie plus facile aux agriculteurs. Je veux que vous passiez plus de temps dans vos tracteurs que dans vos bureaux. Pour moi, c'est... Tu sais, je me dis, je ne sais pas combien de temps je vais être ministre de l'Agriculture, mais cette partie-là de mon engagement, pour moi, elle est fondamentale et sincère. Fait qu'on arrive à la fin, OK? On va voir les derniers libellés.
mais je suis extrêmement préoccupé par rapport à ça. Puis la journée qu'on va le laisser aller dans sa version finale, je pense que je vais être très satisfait. Oui, OK. Sauf que là, il y a un règlement qui, selon ce que les agriculteurs disent eux-mêmes, là. Puis encore là, moi, je ne doute pas de la bonne volonté des agriculteurs. Au contraire, je pense qu'ils veulent ce mariage-là entre leur travail et la protection de l'environnement. C'est les premiers à en bénéficier. Mais si vous nous dites là, aujourd'hui, moi, je pense que au net, là, à la fin, là, ça va fonctionner. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, là, ça ne fonctionne pas. Ce qui est sur la table. Est-ce que vous êtes capable de dire que ce qui est sur la table aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de dire que ce qui est sur la table aujourd'hui, ça alourdit le fardeau administratif? Je serais prêt à dire qu'il y avait peut-être des pièges, mais c'était de bonne volonté. Je dis pas le contraire. Non, mais je n'ai pas dit que vous disiez le contraire. Je pense que... Puis, il faut se rappeler, là, c'est historique. Il y a une entente que l'UPA était très, très fier de signer. Quand je suis allé faire l'annonce au congrès de l'UPA, les gens étaient vraiment contents. Donc, la base, là, sur quoi qu'on s'entendait, là, tout le monde était satisfait de ça. Quand on a eu les premiers écrits, il y a des flags qui se sont levées et on est en train de les atténuer le plus possible. Puis ce que je vous dis, c'est quand on va donner la version finale, moi je pense que je vais être content parce que ce qu'on va apporter va être important pour le développement de l'agriculture, puis il ne sera pas chargeant au niveau administratif pour nos producteurs agricoles. Bien, le problème, c'est que ce n'est pas ça qu'on a en ce moment. En ce moment, là, l'Ordre des agronomes, je ne sais pas si vous êtes rendu à leur mémoire, là, mais l'Ordre des agronomes affirme que la réforme, elle est impossible à appliquer à court terme. Impossible. Il demande un délai de 22 mois avant son entrée en vigueur. Est-ce que selon vous, là, c'est logique d'avoir un délai pour l'Ordre des agronomes, comme l'Ordre des agronomes le demande, là, avant l'entrée en vigueur, parce qu'il y a des éléments dans le RPA en ce moment qui font en sorte que c'est juste pas applicable? Je vous ai dit que à la fin, le dernier libellé qu'il va y avoir, je veux être satisfait de ça. Puis si ça implique qu'on échelonne des choses, qu'on échelonne des choses dans le temps, bien, il y aura des échelons dans le temps. Bien, moi, je suis content de vous entendre dire ça. Mais vous savez que votre collègue au ministère de l'Environnement ne dit pas la même chose, là. Le ministère de l'Environnement puis de la lutte au changement climatique n'envisage pas de reporter une quelconque partie de la mise en œuvre. Ils disent clairement. Alors, est-ce que vous avez eu des discussions avec votre collègue pour... Est-ce que vous avez fait votre lobbying? Parce que noir sur blanc, là, en ce moment, là, c'est pas ça la position du ministère de l'Environnement. On s'entend très bien. Puis, honnêtement, on est dans la recherche de solutions, tous les deux, mais nos deux ministères aussi. OK, mais est-ce que le ministère... Si on va au crédit du ministère de l'Environnement puis on leur demande est-ce qu'un report est possible, ils vont nous dire la même chose que vous? Parce que c'est pas ça qu'ils disent aujourd'hui. Il faudrait que vous alliez lui demander. Puis on va faire Mais c'est pas ça qu'ils nous disent aujourd'hui. Qu'ils vont répondre. Alors, il y a comme quelque chose qui ne marche pas entre les deux ministères. Ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas dit ça. Je pense qu'ils sont en même temps que nous autres ou étaient un petit peu après nous autres. Hein? Parfait. Okay. On va demander avant qu'ils entendent le tape ici. Parfait. Non, mais en fait, là, ce que je veux comprendre, M. le ministre, là, c'est pour vous, là. Et là, vous avez lu la moitié, 3/4, 80% des mémoires. Là. C'est quoi la première chose que vous voulez changer? Moi, je pense que le fond, il est bon. Mais il ne faut pas que ça entraîne
des coûts excessifs, avoir recours à des professionnels excessifs de trop, tu sais. On veut donner le temps aux gens de faire les choses correctement, de s'adapter. On veut prendre conscience. Tu sais, il y a des pratiques des agriculteurs qui peuvent être extrêmement instructives. Mais là, dans le fond, vous êtes en train de nous dire, M. le ministre, que vous voulez faire à peu près le contraire de ce qu'il y a dans la RPAE en ce moment, parce que la RPAE, c'est ça qu'il fait, là. Il met des nouvelles exigences, il augmente les coûts, il n'y a pas de garantie pour des gains environnementaux proportionnels aux coûts. Là. Ça, c'est ce que l'UPA vous dit en ce moment. Alors, vous êtes en train de nous dire, bien, il y a un règlement, je veux faire des changements, puis je veux faire des changements sur à peu près tout. Vous avez du travail devant vous. Monsieur le chef... Il n'y a plus de temps pour cette intervention. On peut-tu reprendre ça? Oui, c'est le temps, ça. Maintenant, je reconnais le député d'Arthabasca. Vous avez 14 minutes 43 secondes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, collègues députés, les équipes, merci. C'est ma première, moi aussi, première étude des crédits, donc on fait ça ensemble, Monsieur le ministre. Je vais avoir plusieurs questions d'ordre plus général. Je vais revenir sur certains éléments qui ont été soulevés par notre collègue, le député de Pontiac. Mais j'aimerais commencer en parlant d'un cas plus précis. Je sais que vous connaissez ce cas-là, on en a déjà discuté ensemble. Un producteur agricole de Saint-Valère, dans le centre du Québec, M. Hébert, qui malheureusement a été victime d'un incendie. Moi, je lui avais parlé déjà au sortir de ma campagne l'année dernière, parce qu'il y avait déjà un bâtiment qu'il voulait reconstruire. Il n'avait pas les autorisations. Là, il a perdu un autre bâtiment de ferme avec sa production. Il a un contingent de lait. C'est un producteur laitier. Il doit reconstruire en 24 mois. Sinon, il perd son contingent. Or là, il est pris dans des limbes où il n'y a pas les autorisations parce que, semble-t-il, il est en zone inondable, mais selon les nouvelles cartes des zones inondables, il ne serait plus là-dedans. Donc, j'aimerais juste savoir, premièrement, qu'est-ce qui accroche là-dedans, M. le ministre? Bien, premièrement, merci d'amener ce cas-là. Je suis allé, justement, les rencontrer. Puis, peut-être pour les biens des gens, tu sais, le gouvernement peut parler, on peut travailler, même si on n'est pas dans la même formation politique. On est là pour aider nos contribuables. Je suis allé sur les lieux, puis la personne a vécu 2 drames. Hein. Il y a eu l'effondrement d'un bâtiment devant chez eux, puis il passe au feu. Moi, je suis allé, le cours d'eau, il est peut-être à 1 mille de chez eux. C'est plat comme une galette. Là, tu te dis, pour qu'il y ait des inondations ici, là, ça prendrait probablement l'arc de Noé, là, parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau. Donc, la MRC a des cartes actuellement. Ces cartes-là vont être modifiées. Ce qu'on voit, c'est que probablement les prochaines cartes, ils vont autoriser. Mais moi, ce que j'ai demandé, puis si vous voulez qu'on en parle ici, parce que je pense que Geneviève, justement, je l'ai emmené au ministère. Tu sais, je dis, maintenant, il faut regarder les cas avec humanité. Ça, c'est un beau cas. Fait que peut-être, moi, j'ai demandé qu'on aille les rencontrer. Y a-t-il des affaires qui peuvent faire en sorte qu'ils pourraient, tu sais, compte tenu qu'il va pouvoir construire éventuellement, et peux-tu prendre l'avance? Donc, il est censé avoir dans les prochains jours une rencontre avec les gens du ministère, puis je pense avec les gens du ministère de la Forêt. Fait que si vous êtes d'accord, je peux prêter la parole à Geneviève. Est-ce que j'ai le consentement pour vous présenter votre poste, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, Geneviève Mage, je suis ministre adjointe au développement durable territorial et sectoriel au MAPAC. Alors, pour compléter l'intervention du ministre, en effet, dans le cas de Ferme-Valère, présentement, dans les cartes de zones inondables, ils sont dans une zone de grand courant. Il y a un vaste exercice qui est en cours du côté du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour revoir les cartes de zones inondables. Et le bassin versant de la rivière Bécancour fait partie des premiers bassins versants pour lesquels il y a une nouvelle cartographie. Donc, ces cartes-là, présentement, font l'objet d'une consultation auprès du milieu municipal qui va se terminer incessamment. Et tous les efforts sont faits pour que le gouvernement puisse adopter les nouvelles cartes le plus rapidement possible.
Cela dit, vendredi, mon équipe régionale et celle du ministère de l'Environnement ont une rencontre prévue avec le producteur agricole pour être en mesure là, de clarifier également avec lui la démarche à suivre et quelles sont les étapes, quel type de travaux pourraient être faits en amont là, de l'adoption des nouvelles cartes pour faire en sorte que le dossier puisse cheminer là, de façon diligente une fois les cartes adoptées. Et j'ai fait un petit lapsus, j'ai indiqué le bassin versant de la rivière Bécancour, mais c'est Nicolet, je m'en excuse. Donc, est-ce que je comprends, pour clore ça, parce que j'ai d'autres questions aussi, M. Hébert pourra construire, parce que là, le problème, c'est qu'on a un enjeu de temps. Là. Il y a déjà une année de passé, il y a 2 ans, lui, pour pouvoir reconstruire, pour garder son contingent de lait. Est-ce que je comprends, donc, qu'il pourra commencer les travaux? Une fois les nouvelles cartes adoptées. Mais là, le problème, c'est que les nouvelles cartes, c'est incessamment, mais ça fait déjà un certain temps que ça dure. M. Hébert a déjà fait des démarches, oui. Puis il n'y a jamais les réponses qu'il demande. Mais c'est vraiment incessamment, puisque la consultation sur les projets de cartes est en cours auprès du milieu municipal. Donc, les cartes, elles existent, elles sont en consultation. Donc, c'est une question, c'est vraiment à très court terme qu'elles seront adoptées. Est-ce qu'on peut lui donner une date à M. Hébert? S'il vous plaît, Monsieur le député. Merci. Je ne pourrais pas m'avancer pour les collègues du ministère de l'Environnement puisque ça ne relève pas là, du champ de juridiction du MAPAC, mais on a vraiment une excellente collaboration de leur part là, pour que le dossier évolue rapidement. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez intervenir, utiliser un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir s'assurer qu'ils puissent construire si le incessamment vient à se prolonger? C'est un dossier, honnêtement, que je vais regarder. J'ai donné mon assurance aux propriétaires. C'est pas pour rien que j'ai demandé que les gens aient le rencontré parce que y a-t-il des choses, tu sais, moi je comprends qu'il ne peut pas commencer à poser des planches puis à planter des clous, là, mais y a-t-il du travail en amont qui pourrait commencer pour faire en sorte que quand la réglementation sera applicable, en vigueur, bien qu'ils puissent commencer à travailler, à construire le lendemain matin. Mais c'est un dossier, je l'ai mentionné, qu'il faut regarder avec beaucoup d'humanisme. La personne a vécu 2 drames. T'inquiète, je pense qu'il y a 2 gars qui travaillent avec lui. Autrement dit, ils sont 3 de la même famille. C'est un cas qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup. Parce qu'au fond... Oui, pardon. Permettez peut-être un complément, Monsieur le ministre. Là. Monsieur le député, par ailleurs, là, il est possible pour le producteur, s'il y avait un enjeu lié au délai de 24 mois, de demander une exemption là, en vertu de l'article 36 de la loi sur la mise en marché des produits agroalimentaires, agricoles et agroalimentaires, donc auprès là, des producteurs laitiers du Québec. Merci, parce que c'est son gagne-pain. Ce qu'on aimerait avoir, ce serait un engagement de dire à M. Hébert, écoutez, vous allez avoir une ferme dans 6 mois, 1 an. Vous allez pouvoir reprendre la production. Est-ce que vous pouvez vous engager auprès de M. Hébert? C'est vraiment ma volonté. C'est vraiment ma volonté. Merci. Là, j'élargis un peu la discussion pour revenir un peu sur les enjeux de fardeau administratif. Évidemment, moi, dans les questions que je pose, je m'inspire beaucoup des discussions que j'ai eues avec les producteurs sur le terrain, avec l'UPA aussi, avec les organisations qu'on a rencontrées. Donc, je vais y aller quand même en rafale sur certains enjeux précis dont on m'a parlé, entre autres sur ce qu'on appelle les certificats d'autorisation et les inspections. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une demande de certificat d'autorisation pour des travaux ciblés entraîne, lorsqu'on, par exemple, on veut ajouter un bâtiment de ferme, construire, élargir la production. Donc, un certificat d'autorisation pour des travaux ciblés qui peut parfois entraîner une inspection complète de l'ensemble des bâtiments agricoles. Comment se fait-il que quand on veut ajouter un bâtiment, il faut inspecter tous les bâtiments qui existent déjà, ce qui cause, vous comprenez bien, de sérieux problèmes aux producteurs? Juste peut-être préciser votre question. Par rapport à quel certificat vous parlez? Parce qu'il y a des certificats au niveau environnemental. Il peut y avoir des demandes au niveau des municipalités. J'aimerais ça comprendre de quel certificat vous faites allusion. Moi, ce que j'avais ici comme information, c'est certificat d'autorisation pour les travaux ciblés. Un certificat qui ferait, par exemple, qu'on pourrait construire une dalle de béton pour pouvoir bâtir un bâtiment de ferme. Alors là, ce que moi, je comprends, ce qu'on m'a dit sur le terrain, c'est que pour le producteur, il va falloir inspecter l'ensemble des bâtiments pour pouvoir faire cette modification-là. Or, s'il n'y a pas de modification, s'il n'y a pas de travaux à réaliser,
la personne n'aura pas besoin d'inspecter les bâtiments pour 25 ans, là. Il n'y aura pas de problème. Mais pour la personne qui veut améliorer sa production, qui veut construire un bâtiment de ferme, c'est là qu'il doit y avoir l'ensemble des inspections. Donc, c'est comme si on venait décourager l'amélioration ou l'augmentation de la production pour des fermes. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ce que vous dites là. Mais ce que je peux mentionner, c'est que, notamment au niveau de la CPTAQ, tu sais, les autorisations de la CPTAQ, déjà, on a retiré beaucoup de choses qui demandaient un permis. Puis je pense que ça a fait en sorte, là, puis M. le ministre, il peut me corriger, là, mais où le président de la CPTAQ, on a réussi à enlever au-dessus de 20 des dossiers. Et là, on est en train de réviser un règlement qu'on a déposé. On va probablement rajouter un autre 10 Mais une des choses, moi, qui, tu sais, quand je parle d'alléger de façon réglementaire, quand j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, j'avais des anciens employés qui travaillaient à l'UPA, puis je leur ai dit, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte... Moi, je veux rendre service au milieu agricole. Qu'est-ce que je pourrais faire qui serait significatif? Puis la personne me disait, dans la gestion des cours d'eau, l'entretien des cours d'eau, c'était sous ma responsabilité quand j'étais à la MRC. Si tes travaux sont 500 mètres et moins d'entretien, pas un nouveau cours d'eau, mais d'entretien, tu peux avoir juste une déclaration que tu vas faire au niveau du ministère de l'Environnement, puis la MRC va pouvoir donner les mandats pour que les travaux se fassent. La personne me disait, si tu étais capable d'emmener ça à 1 kilomètre, ça serait extraordinaire parce que ça couvrirait probablement 80 de tous les dossiers d'entretien de cours d'eau. On est en train de faire ça. On est justement en train de l'intégrer peut-être à notre nouveau règlement pour faire en sorte que si, par exemple, chez vous, tu avais un cours d'eau, il y avait un entretien de 600 mètres, ça t'aurait pris un certificat de l'environnement. Dans ce cas-là, bien, ça prend des plans d'ingénieurs, ça prend du temps. Des fois, c'est des dossiers qui traînent sur 2-3 ans. Fait que les gens, plutôt que de demander 600 mètres, bien, ils se prenaient sur 2 ans, fait 2 déclarations. Donc, on est en train d'apporter ce genre d'amélioration-là. J'ai eu, évidemment, la collaboration du ministère là-dedans. J'ai eu la collaboration du ministère de l'Environnement, mais je vous dis qu'on va régler un fichu problème avec l'amélioration de cette situation-là. Vous avez sûrement entendu parler des plans agro-environnementaux de fertilisation et des bilans phosphore. Moi, j'en entends beaucoup parler sur le terrain. C'est un fardeau pour plusieurs producteurs aussi, là, comme on parle de la difficulté de réaliser ces bilans-là, puis ces plans-là. On dit, puis là, c'est ma question, comment est-ce qu'on peut justifier l'obligation actuelle de produire un rapport annuel au MAPAC pour l'ensemble des producteurs, peu importe le niveau de risque? Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'être plus flexible à ce niveau-là? Puis je vous ferai même là-dessus, peut-être pas une suggestion, mais en tout cas, voir si vous l'avez considéré. Est-ce que vous avez évalué la possibilité, par exemple, de remplacer l'exigence par un régime de vérification aléatoire qui serait accompagné, par exemple, de sanctions en cas de non-conformité, comme ça se fait, par exemple, dans les Pays-Bas? Est-ce que vous avez ce genre de flexibilité-là? Parce que moi, on me montrait des piles de documents chez les producteurs et disaient c'est extrêmement lourd en ce moment, tout ça. Oui, on regarde ça. La situation actuelle, les agriculteurs, ils sont obligés de faire comment on appelle ça, un PAF? Oui, Un plan. PAF. Plan agro-environnemental et fertilisation. Exactement. Et il y a des suivis à faire par rapport à ça. Ce qu'on essaye de faire. Puis vous comprenez qu'on est en négociation avec le ministère de l'Environnement, puis on essaie de s'entendre. C'est que le recours à ces spécialistes-là, si on était capable de les concentrer dans une seule fois, moi, je serais content. Je pense que les producteurs seraient assez contents aussi. Il me reste une minute. Très rapidement, il y a un projet de règlement qui a été déposé au début de l'année qui concerne les conditions d'hébergement des travailleurs agricoles. Plusieurs producteurs qui ont dénoncé ça en disant qu'il y a souvent des normes qui sont encore plus
plus contraignantes que ce qu'on pourrait retrouver pour des maisons ou des logements, même habités par des Québécois, les agriculteurs y compris. Par exemple, il y a l'exigence que les logements soient à 30 mètres de toute voie de circulation, ce qui est souvent inapplicable sur une ferme où le zonage nous oblige à regrouper les bâtiments. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes ouvert à revoir certaines exigences par rapport à ce règlement-là, et si oui, lesquelles? Je suis vraiment content que vous me posiez cette question-là. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de l'environnement. Moi, je connais beaucoup d'entreprises, j'en ai visité beaucoup, qui logent des travailleurs. Et je l'ai mentionné sur toutes les tribunes, les premières personnes là, qui sont intéressées à ce que les travailleurs, quand ils se présentent le matin pour aller faire de la grosse besogne, là, ils soient en forme, là, c'est les personnes qui les embauchent. Merci beaucoup, M. le ministre. Vraiment désolé.